Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour le coup chez nous à Paris. Et toi, Sylvain, t'es basé où actuellement? Je suis dans le sud-ouest. Bonjour à toutes et à tous. On est un peu loin du soleil de Monaco où devait avoir lieu la présentation, mais on est malgré tout tout à fait ravis de vous avoir avec nous pour parler de ce sujet passionnant qui est les marques et le phénomène du direct to consumer. Je m'appelle Frédéric Clément, je suis en charge du marketing chez Lengo et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Sylvain qui s'occupe des comptes stratégiques et de nombreuses marques sur ces sujets de direct to consumer. Donc, encore une fois, on est ravis de passer ces 45 minutes avec vous. On va présenter quelques slides. L'idée est de pouvoir vous présenter notre vision du marché et ce qu'on voit aujourd'hui en accompagnant ces différentes marques sur les canaux marketing qu'on contrôle aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions. On ne pourra peut-être pas forcément répondre tout de suite pendant la présentation à ces questions, mais on fera notre mieux pour y répondre à la fin. Et si le temps nous manque, on y répondra par la suite. Il y a un replay qui sera envoyé par email avec les différents documents dont on va parler à la fin de ce webinaire. Mais encore une fois, avec Sylvain, on est ravis de pouvoir parler de ce sujet des marques direct consumer, particulièrement sous l'angle justement des marketplaces, des réseaux sociaux, parce qu'on voit que c'est vraiment un accélérateur pour les marques qui veulent parler directement, parler et pas seulement parler, mais vendre aussi auprès de leurs consommateurs en direct. En guise d'introduction, on va déjà passer un petit peu de temps sur des définitions, parce qu'on parle beaucoup de termes, il y a beaucoup d'acronymes dans son univers, on parle de D2C, Direct Consumer, de DNVB. C'est vraiment des termes qui peuvent être similaires, mais chez Lengo, on pense que c'est vraiment des sujets qui sont bien distincts. Et puis, on va essayer de rentrer dans la pratique pour répondre à vos questions, savoir est-ce que toutes les marques doivent se lancer sur ce modèle en Direct Consumer. Une fois qu'on s'est lancé, comment en tirer profit et comment maximiser ses gains lorsqu'on vend directement aux consommateurs. Et puis, comme tout changement de modèle de distribution, essayer d'anticiper les impacts que ça peut avoir, notamment sur votre modèle de distribution historique. Donc, le modèle de direct to consumer, si on devait le définir, c'est assez simple. C'est justement cette prise de contrôle des marques qui souhaitent non plus passer uniquement par des distributeurs pour vendre leurs produits, mais s'adresser directement à leurs consommateurs pour pouvoir vendre et pour pouvoir vraiment contrôler l'expérience qui est liée. Donc en fait, ce modèle direct consumer, c'est un phénomène qui existe depuis plusieurs années. On a toujours vu des marques qui vendaient en direct, notamment via leur e-shop, mais on voit une vraie accélération sur ces 10 dernières années via des canaux marketing comme les marketplaces ou les réseaux sociaux qui rendent ce phénomène encore plus important et encore plus intéressant. On a vu, par définition, apparaître parallèlement un nouvel acronyme qui s'appelle les DNVB, auxquels sont souvent associées les marques qui sont en modèle de direct to consumer. Mais toi Sylvain, comment tu définirais vraiment ce modèle DNVB comparé au modèle général de direct to consumer? Déjà, les DNVB, donc c'est Digital Native Vertical Brand, ce sont des sociétés qui ont été créées, qui se sont développées sur Internet. Donc la totalité de ces marques opèrent via le modèle Direct to Consumer. Donc, pour la plupart, ce sont des niches, elles se positionnent sur les marchés niches en tous les cas. Au départ, 100% digital, extrêmement axé sur les réseaux sociaux. On part de verticalité parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ou peu, ou de moins en moins. En tous les cas, à la base, pas d'intermédiaire et qui contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais cette tendance, évidemment, est en pleine mutation. Donc, dans cette verticalité, qu'est-ce que cela va permettre? Finalement, une certaine liberté, tant en matière de prix, de consommation, de communication et de différenciation. On a parfois du mal d'ailleurs à définir est-ce que c'est la marque qui communique, elle communique sur un produit, c'est la marque, on ne sait pas trop. Elles s'adaptent, elles ont un ADN marque, brand très fort, avec une éthique très 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 ancrée où les fondateurs vont porter finalement des valeurs assez fortes au travers de leur marque, tant sur la partie environnementale que de l'authenticité notamment, qui sont très demandées par la cible des millénials, dont la notion de qualité et de prix, ou
on va dire de prix juste, est quelque chose de très fort. On va parler de smart cost. L'autre facteur important, c'est la notion expérientielle client, client-centric. Toutes ces sociétés utilisent des nouvelles technologies finalement afin d'offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Et on voit même une convergence online et offline. Donc, toutes ces DNVB vont finalement bousculer l'ensemble des codes traditionnels. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus proches de leurs consommateurs, s'adaptent très très vite à leurs besoins, et puis on constate qu'elles grignotent de plus en plus de parts de marché. Oui, c'est vrai que cette partie expérience est poussée à l'extrême quand on voit le marché aux États-Unis avec des marques aussi emblématiques que Glossier ou autres pour lesquelles l'expérience est extrêmement importante. En fait, on se rend compte que ces marques, grâce à cette expérience, on entend souvent dire que le produit en fait des DNVB est pas forcément meilleur que le produit des marques traditionnelles, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est l'expérience. Et s'ensuit, bien entendu, une prise de part de marché qui était assez confidentielle au départ, puisque c'est quand même des marques qui se lançaient sur des secteurs extrêmement concurrentiels avec des acteurs qui étaient extrêmement bien établis avec beaucoup de volume. Mais on voit des prises de part de marché par ces DNVB et donc ces marques en direct to consumer qui commencent à grossir et commencent à être plus que significatives et qui, par définition, commencent à faire peur aux acteurs traditionnels. Ouais. En France, on va on a à peu près recensé 300 DNVB. Ouais. Alors c'est vrai que quand on analyse un petit peu la façon dont elles sont structurées aussi, c'est intéressant parce que quand on voit que 50% des postes de l'entreprise sont dédiés à la tech, oui, maintenant on sait pourquoi. Parce que leur objectif, c'est d'assurer d'avoir les meilleurs outils technologiques pour renforcer évidemment leurs liens avec leur communauté, leurs clients, et surtout de mieux piloter leur activité. Ouais. Et ce qui est important, c'est que la conséquence, en fait, on voit, donc si on regarde les chiffres là, proposés par Rakuten Marketing, en fait, il y a la notion de prix qui est importante, qui est peut-être biaisée de par le fait que voilà, c'est fait par Rakuten, qui est un acteur plus généraliste, donc peut-être sur certains verticaux, la notion de prix est peut-être pas aussi importante. Mais il y a énormément d'autres indicateurs qui font pencher, entre guillemets, les consommateurs vers ces marques en direct to consumer. Notamment ce qu'on disait sur l'expérience, mais aussi la qualité du produit et d'autres indicateurs. Oui, notamment l'éthique, on en a parlé. Le prix, en fait, c'est le juste prix. Il suffit pas d'avoir un prix bas. Je pense qu'il faut. Les gens sont conscients, effectivement, de la qualité, parfois où ils sont produits, ces articles. Et tout ça rentre en jeu. Ouais, sur des consommateurs, notamment les plus jeunes qui sont en quête de sens et donc pour qui on pourrait se dire que acheter, l'exemple de Gillette qui a été impacté par des lancements de marques sur son univers, c'est vrai qu'on peut se dire qu'acheter un rasoir X ou Y, ça n'a pas forcément de sens, mais ces marques justement arrivent à raconter une expérience, arrivent à s'ancrer dans un environnement et donc à prendre des marques de marché, pas forcément sur des composantes très factuelles comme le prix ou la technicité, mais plus sur tout le storytelling et l'histoire autour de la marque et souvent aussi du fondateur de la marque ou de la fondatrice de la marque pour pouvoir justement embarquer ces consommateurs avec eux. On a beaucoup, donc là on a dressé un petit peu un panorama de cet univers. Concrètement, Sylvain, toi, les marques avec lesquelles tu travailles, quels bénéfices elles voient derrière un modèle D2C ? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'acronymes, on en voit tout le temps des nouveautés, mais concrètement, quel est l'impact pour les marques quand elles décident de se lancer sur le direct to consumer ? Avant de répondre à cette question, en fait, on est vraiment aussi entre l'offre et la demande. Qu'est-ce que veulent les clients ? Ils veulent plus forcément uniquement acheter un produit, ils veulent vivre une expérience. Et donc, c'est aussi ce lien important, ce lien direct qui va donner l'occasion de pouvoir récolter un certain nombre d'informations, de data. Donc, on est dans une certaine... c'est reprendre le contrôle de par ce lien, de s'assurer de récolter suffisamment d'informations, de data pour pouvoir fidéliser l'ensemble de ses clients, s'assurer évidemment la qualité de ses contenus, évidemment adresser un prix. Et ce prix, ça donne, effectivement, on a parlé tout à l'heure que ça laissait un petit peu de liberté par rapport au prix, c'est surtout s'assurer du bon prix. Et là, encore une fois, les marques, elles vont pouvoir, de par des intermédiaires un petit peu plus réduits, proposer des prix qui s'alignent. Ouais.
C'est vrai que la notion de prix et donc de rentabilité est importante. Elle n'est pas forcément clé, notamment sur tous les secteurs. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir avoir plus de liberté sur la définition de son prix fait que même s'il y a des coûts cachés, parce qu'il ne faut pas se leurrer, chaque modèle a ses spécificités, on a une reprise, entre guillemets, une remontée dans la chaîne de valeur des marques, et donc elles peuvent espérer d'avoir une meilleure marge que sur un modèle où il y a un intermédiaire de plus qui est le distributeur. Oui, on n'en parle pas ici, mais il y a une notion aussi de contrôle qui peut aussi rentrer en jeu sur des distributeurs dont on ne sait pas d'où ils sortent parfois, des revendeurs en tous les cas. Et puis il y a un autre sujet, évidemment, c'est de permettre de pouvoir écouler et de mettre en linéaire sur l'online la majorité de son catalogue. Quand on voit parfois dans certains magasins traditionnels, de par la superficie ou autre, on n'a pas toujours la maîtrise finalement de sa gamme de produits et de son linéaire. Là, au moins, vous avez l'opportunité, en tous les cas, de choisir quels sont les produits. Alors pas sur sur tous les canaux, mais au moins vous avez cette liberté de pouvoir transmettre et donner une meilleure visibilité de tous vos produits aux consommateurs. Ouais, et puis malheureusement, vu le contexte actuel, on pense que c'est une tendance qui va s'accélérer, parce que malheureusement, avec tous ces magasins, je vois l'exemple de Nike, qui pour le coup, Nike avait repris sa distribution en main, notamment en arrêtant de vendre sur Amazon, mais on voit énormément d'acteurs. Pour l'instant, j'ai vu Adidas récemment qui voulait réaccélérer sur l'online pour justement essayer de compenser la perte liée à tous ces magasins fermés, que ce soit des magasins en propre ou des magasins de ces distributeurs historiques. Donc malheureusement, la période actuelle tend à renforcer ce phénomène. Renforcer, accélérer. Nike, c'est un très bon exemple. Ils affichaient déjà une croissance de 33% de leurs recettes via le direct-to-consumer entre 2016 et 2018. Donc, les ambitions, ils vont peut-être les revoir, mais c'est pas sûr. Un tiers des 50 milliards de chiffre d'affaires attendus devrait provenir des ventes directes pour Nike. Ouais, donc c'est tout à fait... je pense que on est c'est assez intéressant quand on avait préparé cette présentation, pardon. On était sur un cadre qui était déjà extrêmement dynamique, et là on voit que tout s'est accéléré ces dernières semaines. Donc c'est incroyable comme modèle. Sur la partie, juste un dernier point, parce que c'est ce qui nous intéresse chez Lengo aussi, c'est l'aspect diffusion et présentation des produits. Le fait de pouvoir avoir la main sur son catalogue produit donne aussi d'autres possibilités en termes de diffusion, et donc le fait de profiter justement de la vitrine que proposent les marketplaces ou les différents réseaux sociaux, c'est un vrai bénéfice, en tout cas du modèle direct consumer pour les marques. C'est justement d'arriver à les puiser dans ce trafic, dans ce référencement pour identifier leurs clients et leurs prochains clients. Alors, se lancer sur le modèle, on voit beaucoup de bénéfices. Toi, Sylvain, quand tu accompagnes une marque sur le sujet, tu me disais que tu avais identifié 4 grands challenges pour vraiment les lancer et leur permettre de performer. Tu veux nous en dire plus? Oui, de toute façon, ça impose d'anticiper un certain nombre de choses organisationnelles, évidemment, de ressources humaines, de technologie, donc de la partie IT, évidemment la partie marketing et vente va de pair, de la logistique et du service client qui est extrêmement important. On parle d'expérience client, le service doit être là. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, mais on parle beaucoup du dernier kilomètre, et c'est vrai que c'est ce qui va faire l'expérience client. Malheureusement, si vous ne recevez pas votre colis dans de bonnes conditions, si vous n'avez pas un service client qui est performant derrière, c'est vrai que tout le marketing qui est fait en amont peut vite être réduit à néant si ça n'a pas été pris vraiment avec attention. Et c'est vrai que en accompagnant nos clients sur des projets de D2C, il y a vraiment une dizaine de points vraiment clés, donc on ne va pas passer un par un, mais si vous avez des questions sur ces différents points, n'hésitez pas à les poser. Il y a vraiment une variété de chantiers à mettre en œuvre qui sont clairement pas dans le périmètre unique des équipes marketing ou des équipes de vente. On voit que ça va toucher à la fois les équipes logistiques, les équipes techniques, les équipes de support, pour vraiment permettre une expérience et une vente on va dire sans couture de bout en bout. Et c'est vrai que c'est des projets qui sont assez importants, mais qui sont très structurants pour une entreprise et qui le permettent justement de passer à l'étape suivante et justement de délivrer cette expérience
qui est attendu par le consommateur dans un modèle de vente en direct to consumer. On va passer maintenant sur la partie vraiment marketplace et réseaux sociaux. Pourquoi? En premier lieu, parce que c'est vraiment un univers sur lequel on travaille quotidiennement chez Lengo. Et surtout parce que c'est vraiment des environnements qui ont permis une accélération forte du modèle en direct to consumer. On le voit, beaucoup de marques avaient historiquement leur e-shop, et qui était un e-shop qui était plus un e-shop de vitrine que vraiment un e-shop de performance. Et on se rend compte que leur développement en ligne et donc en direct to consumer est vraiment boosté par ces marketplaces et l'éclosion des réseaux sociaux et des outils qui sont proposés aux e-commerçants. Et donc c'est vraiment ce qui nous tient à cœur maintenant, c'est vraiment de détailler ce que permettent les marketplaces dans un contexte de direct to consumer. Sur la partie chiffrée, je pense que Sylvain, toi, tu n'as aucun doute sur le fait que les marketplaces ont un poids très important, sinon prédominant pour les acteurs en D2C. Mais elles l'auront de plus en plus. Quand on voit qu'effectivement les marketplaces en ligne devraient dépasser les 7 billions de dollars de ventes d'ici 2024, ce n'est pas rien. Donc là, effectivement, en face de vous, des chiffres de la FEVAD, donc essentiellement sur le marché français, mais on le retrouve de toute façon dans tous les marchés. 30% des chiffres d'affaires générés sur les sites, c'est pas rien, et avec des chiffres en croissance. Et c'est intéressant, c'est que si on devait mettre en place un parallèle finalement avec des centres commerciaux, si on prend les 5 grands en France, ils vont enregistrer entre 20 et 40 millions de visiteurs par an, quand aujourd'hui beaucoup de marketplaces génèrent ou sont quasi sur des volumes d'audience par mois. Donc la notion de volumétrie, elle est importante, et tout commerçant doit effectivement être présent là où les consommateurs se trouvent, notamment les marketplaces. Et c'est vrai qu'on donne des chiffres, des exemples du marché français, mais c'est quelque chose qu'on voit sur tous les pays sur lesquels on opère, avec un poids très important. Généralement, les grands acteurs du e-commerce sont des marketplaces sur les différents pays, que ce soit en Allemagne, au UK, en Espagne ou autre. Donc c'est vraiment quelque chose qui se généralise. Un petit focus, qu'on ne pourrait pas parler de marketplace sans parler d'Amazon, même si c'est clairement pas l'unique marketplace sur le marché, loin de là. En tant que marque, vous pouvez vous dire, en fait, je connais déjà le mode de marketplace, que je suis une marque, je suis vendu sur Amazon depuis des années. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, Amazon, comme de nombreux acteurs issus du retail, ont vraiment 2 modes de fonctionnement. Amazon, historiquement, a été un retailer, donc a acheté la marchandise pour la revendre, et a introduit un modèle de marketplace en parallèle, ce qui est le cas en France, notamment chez Cdiscount, La Redoute ou la Fnac. Et donc les marques, historiquement, étaient sur ce modèle de retail et se lancent de plus en plus sur un modèle de marketplace, donc un modèle pour le coup en direct to consumer, où elles vont assurer la logistique, où elles vont assurer la vente, et vont contrôler les prix de leurs produits sur la marketplace. Cette approche hybride, en fait, de ces retailers, elle se retrouve maintenant chez les marques qui ont également une approche hybride, dans le sens où elles vont vendre en vendor, donc ce qui s'appelle chez Amazon vendor, donc elles vont vendre une partie de leurs produits aux distributeurs pour qu'ils puissent le revendre, et elles vont vendre également en direct aux consommateurs, donc via la marketplace, une autre partie de leur catalogue, qui est souvent la long tail du catalogue, pour vraiment permettre de proposer aux visiteurs de cette marketplace toute l'étendue de la gamme de leurs produits. Donc on a vraiment ces 2 modèles qui cohabitent très souvent chez des gros retailers, et qui ont vraiment leur spécificité. C'est un rappel qu'on souhaitait faire, parce que c'est pas forcément très simple de naviguer dans toutes ces spécificités. On a sorti un guide très récemment, donc qui est disponible sur le site et qu'on enverra à la fin de cette présentation, qui justement compare un petit peu ces 2 modèles avec l'exemple d'Amazon, mais que vous pouvez retrouver sur différentes marketplaces. Et en effet, on ne parle pas uniquement d'Amazon quand on parle de marketplace. Toi, Sylvain, j'imagine que tu accompagnes tes marchands et tes marques sur une grande variété d'acteurs. Oui, les marketplaces, c'est un environnement extrêmement riche. On va retrouver évidemment les plus importantes, celles qui sont globales, mondiales, Amazon, eBay, même Rakuten. Mais il existe énormément d'autres typologies de marketplace, soit sur des niches, ou tout simplement dont vous allez retrouver votre cible.
et potentiellement qui sera plus adaptée aussi par rapport à vos produits. Mm. Alors certes, elles vont peut-être être amenées à générer moins de trafic, peut-être moins de ventes, mais potentiellement un panier moyen beaucoup plus élevé. Et surtout, la concurrence sera plus faible également. Donc, tous les jours, je crois que tout trimestre aussi, on est en relation avec des nouvelles marketplaces qui arrivent sur le marché. Donc, il y a des solutions extrêmement intéressantes pour tous les types de clients. Ouais, et c'est un secteur qui s'arrête pas d'évoluer en fait. On voit que la première vague de marketplace, c'était soit des pure players, soit des distributeurs qui lançaient leur propre marketplace. Et là, ce qu'on voit sur les derniers mois, c'est des initiatives qui viennent de la part de moteurs de recherche, comme Google, qui a lancé Google Shopping Actions, qui est vraiment son modèle transactionnel, qui est lancé aux États-Unis et en France. La semaine dernière, un acteur comme Shopify a lancé une application qui s'appelle Shop, qui réunit tous les vendeurs Shopify et donc peut s'apparenter à une marketplace. Et puis, on voit notamment en France des initiatives intéressantes comme Thunderstone, qui est une sorte de marketplace hybride entre le physique et le digital, et qui va proposer dans des points de vente des bornes qui vont permettre aux utilisateurs d'acheter des produits tout comme elles le feraient sur leur téléphone portable ou sur l'ordinateur, mais dans un contexte, et encore une fois, on revient sur l'expérience, dans un contexte d'expérience pour pouvoir toucher les produits dans le magasin dans lequel elles sont. Donc, c'est vrai que c'est de nouveaux entrants, c'est un secteur extrêmement dynamique qu'on suit et qu'on accompagne chez Lengo, parce que c'est des acteurs qu'on intègre régulièrement sur la plateforme. Et c'est très intéressant pour les marques, justement, de diversifier leur présence sur ces différents canaux. La partie réseaux sociaux n'est pas en reste, pour le coup, et encore moins quand on est un e-commerçant. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des réseaux sociaux historiques, mais on voit que ce soit les réseaux sociaux traditionnels ou les nouveaux entrants, ils sont de plus en plus actifs pour, entre guillemets, draguer et proposer des outils impactants pour les e-commerçants et pour les marques souhaitant vendre auprès de leur audience. Oui, c'est vrai, elles ont pour la plupart aujourd'hui des offres à destination des e-commerçants. Ce que l'on constate surtout, il faut vraiment regarder côté Asie, parce que la majorité des réseaux sociaux ne sont plus des canaux pour générer uniquement du trafic ou pour générer du fan. Non, elles sont là pour vendre. Ouais. Et la tendance est là, et on la voit très très fortement, notamment. Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent de WeChat en Chine, qui pour le coup est le réseau social chinois, mais est aussi, sinon, la vitrine privilégiée des marques, notamment des marques de luxe qui souhaitent interagir avec leurs utilisateurs. Si on regarde un peu moins loin, on a des initiatives comme Instagram Shopping, qui est en phase de test aux États-Unis depuis l'année dernière, qui permet à quelques marques justement de pousser la transaction en fait directement sur Instagram. Donc, quand vous êtes sur Instagram Shopping et que vous souhaitez interagir avec une marque aux États-Unis, vous n'allez pas être renvoyé vers le site de la marque en question, mais vous allez pouvoir acheter directement sur Instagram Shopping. Donc, on parle encore une fois de phénomènes transactionnels pour simplifier l'achat. Et donc, on voit que les réseaux sociaux vont de plus en plus loin dans ce processus d'achat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des acteurs comme Pinterest, qui a lancé en Europe récemment son offre, qui, elle, est encore une offre publicitaire, mais qui permet de toucher des utilisateurs dans un contexte bien précis. On est sur Pinterest, il y a eu des chiffres qui sont sortis récemment, notamment avec l'explosion du confinement, où les gens passent énormément de temps sur Pinterest pour s'inspirer de leurs prochains achats, qui sont souvent des achats assez structurants, parce qu'ils sont liés à du voyage, à du déménagement, ou l'arrivée d'un enfant, ou un mariage. Et c'est des environnements qui, justement, permettent aux marques de proposer leurs produits et de les mettre en avant. Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont de plus en plus actifs pour aller chercher les marques et leur permettre de leur donner un environnement fort, leur permettant d'interagir avec les utilisateurs. Et c'est vrai que chez Lengo, on a vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien, c'est cette convergence entre les réseaux sociaux qui historiquement pouvaient être considérés comme des médias et les marketplaces qui étaient très transactionnels. Et on voit qu'en fait tout converge vers des univers qui mêlent social, transactionnel, inspiration, et les marques sont très sensibles à ces sujets-là.
On parlait justement de Lengo. Concrètement, comment se situe Lengo au milieu de tout ça, une fois qu'on a parlé de marque et de canaux marketing? On a parlé notamment de la notion de contrôle. Donc, je vais brièvement, effectivement, vous expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Lengo, c'est une société française qui a été créée il y a maintenant 11 ans. On est basé à Paris, à Nantes, à Munich, mais on est aussi présent dans plus de 40 pays. Donc, nous avons un ADN finalement international extrêmement fort. Nous sommes 120 salariés. Nous savons très très bien adresser l'ensemble des marchés qui sont un peu éclatés un peu partout dans le globe, bien sûr en Europe, en Asie, en Amérique latine et aux USA. Donc, qu'est-ce que c'est que Lengo? Donc, Lengo, c'est une solution SaaS. Lengo, c'est une plateforme. Donc, je pose souvent la question à mes clients et prospects. Alors, pour vous, qui est Lengo et qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, vous envoyez des flux de data vers des destinations. Je leur dis oui, mais concrètement, ça sert à rien. C'est à peine 10% de notre travail et de notre valeur. C'est comme si, quelque part, j'ouvre un magasin, je dépose mes cartons et j'annonce que mon magasin est ouvert. Donc, c'est très bien, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Donc, l'une des premières choses qu'on va mettre en place, si tu peux appuyer sur le slide d'après. Hop, j'avais perdu le fil. Non, pas de souci. Ça va être de structurer l'ensemble de vos données de produits, parce que si vous avez un client qui souhaite acheter par exemple une chaussure Adidas bleue, il va vouloir trouver sa chaussure Adidas bleue, et d'autant plus s'il est retargeté, par exemple chez un Criteo, Facebook ou autre, il va vouloir absolument retrouver la même personne, le bon produit et de la même couleur. Donc Lengo va vous permettre d'optimiser l'ensemble de votre contenu, et nous apportons évidemment un service étape par étape dans tout ce processus. Nous nous occupons, nous, d'envoyer en fait l'ensemble de vos produits aux 1600 canaux destination. Tous ces canaux sont préconnectés à la plateforme de Lengo et évidemment intégrer de nouvelles destinations tous les mois. L'autre enjeu, évidemment, ça va être que vous allez pouvoir traquer l'ensemble des éléments que vous allez pouvoir envoyer au sein des différentes destinations. C'est important. Vous allez pouvoir aussi intégrer Google Analytics ou toute autre source additionnelle au sein de votre dashboard. Alors, le dashboard, c'est important. Vous allez retrouver tous vos KPI, toutes vos données, évidemment, e-commerce, marketing, dont vous avez besoin, la performance de vos ventes, les views, etc. Donc, parce qu'à un moment donné, vous allez souhaiter avoir un seul endroit où pouvoir exporter l'ensemble de ces données pour savoir exactement où vous en êtes dans vos KPI sur vos leviers d'acquisition, dans vos pays et par produit. Donc, c'est une façon aussi d'être efficace. Et l'autre façon d'être encore plus efficace au sein de la plateforme, c'est évidemment l'interface back-office qui va vous permettre de paramétrer l'ensemble de votre merchandising. Donc, c'est-à-dire, c'est votre expertise de vos ventes. Parce que vous savez où, quand, comment vous souhaitez vendre vos produits, vous connaissez la marge qu'ils génèrent, vous savez quel produit vous avez en stock, vous savez quelle opération vous allez mettre en place en termes de discount, les produits que vous ne souhaitez pas diffuser, tous ces critères-là, vous allez pouvoir les paramétrer pour être plus efficace. Ouais, on revient sur le contrôle et l'expérience. Le contrôle, l'expérience et surtout l'autonomie. Et nous, on va gérer ça dans cet outil en toute autonomie. On va pouvoir monitorer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, comme vous avez pu le constater, nous avons aussi l'opportunité d'appréhender le marché de par l'ensemble de ses partenaires et auprès de nos clients qui ont s'enrichi parce que c'est important de savoir où va le marché. Car aujourd'hui, ce qui est crucial dans la capacité de booster vos ventes, c'est de suivre le marché qui va extrêmement vite. Et pour ça, vous avez un partenaire, c'est Lengo. Ouais, donc on a beaucoup parlé de technique, mais c'est vrai que on est une plateforme, mais on est une plateforme au service des marques et justement de leur business. C'est vrai qu'on a cet ADN technique, mais c'est extrêmement important pour les équipes et encore plus pour Sylvain d'accompagner les marques sur des sujets très concrets. Parce qu'on voit très bien qu'au-delà de la technique, on parle de sujets qui ont un impact extrêmement important et clair sur l'activité de l'entreprise. En premier lieu, on parle de visibilité, où en effet, on va dire que c'est le niveau 0, où il faut être visible sur Internet, c'est une chose qu'on vous a répété depuis plus des années, mais ça va bien au-delà. Toi, Sylvain, les indicateurs qui sont regardés par tes marques, justement, notamment sur des phases de lancement, qu'est-ce que tu retiendrais ?
Bon, il y a la rapidité d'exécution, l'autonomie. Donc évidemment, au-delà des différentes typologies de KPI, il faut savoir que l'ensemble des canaux ont des critères totalement différents. Donc quand on a l'opportunité de pouvoir tout faire sur une seule et même interface, et d'autant plus d'aller chercher des nouveaux marchés dans différents pays, c'est beaucoup plus simple. On gagne en efficacité, en rapidité, et évidemment en coût. Et quand on peut optimiser l'ensemble de nos KPI dans un certain endroit, c'est ça qui permet véritablement d'être efficace et de gagner et d'aller vite. Parce que c'est ça aujourd'hui, il faut être très vite sur le marché et tester. Et pour être transparent, quand on voit ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, suite à la crise du Covid, pour le coup, quand je vois le dernier point, qui est tout ce qui est ROI optimisé, c'est vraiment au cœur des préoccupations de nos clients qui souhaitent automatiser un maximum d'actions, qui souhaitent optimiser un maximum leur budget marketing qui sont parfois sous contrainte. Et c'est vrai que cette notion d'optimisation du ROI, elle est clé, parce qu'au final, ce que permet la technique, c'est ça, c'est d'aller un peu plus vite, voire beaucoup plus vite, et surtout, entre guillemets, de faire plus avec moins, et ce qui est encore plus vrai dans un temps de crise qu'on espère être le plus court possible. Mais c'est vrai que chez Lengo, on voit ces besoins en temps normal, et c'est encore plus vrai actuellement. C'est d'autant plus vrai que et on a beaucoup de clients ou même de prospects. Enfin, il faut aussi comprendre que, alors je vais parler évidemment pour la France, mais c'est un impact mondial. Mais en tous les cas, en France, on va traverser la 3e crise en 14 mois. Donc je pense que le monde des retailers, évidemment, a beaucoup souffert. Donc ils sont en train de casser l'ensemble des dogmes, ils sont en train d'avancer très fortement sur la transformation digitale au sein de leur propre société, et surtout d'aller chercher des nouvelles sources, des nouveaux clients. Et pour ça, oui, il y a un endroit, et sur Lengo, vous avez un panel de partenaires où vous allez pouvoir rencontrer l'ensemble de vos futurs clients. Hop, je vais passer au slide suivant. Juste un petit mot, parce qu'on a beaucoup parlé de marque et de direct consumer. Cette réflexion, elle est issue d'un guide qu'on a rédigé il y a quelques semaines, justement, qui est vraiment le fruit de cette étude. Donc, on vous enverra le lien à l'issue de ce webinaire, mais c'est vraiment un focus assez complet sur cet univers qui est en perpétuelle mutation, et on a essayé d'être vraiment le plus précis possible. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et puis à nous faire part de vos retours si vous en avez. On a parlé beaucoup de marques, donc on a la chance d'accompagner de grands acteurs sur différents pays sur ces problématiques-là. On va pas s'étendre plus sur le sujet. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont en train d'être posées et qui ont été posées. On va peut-être passer plus de temps là-dessus si vous le souhaitez. Alors, je vais regarder. Alors, on a une première question sur les réseaux sociaux, à savoir, est-ce que Snapchat est disponible sur Lengo? Oui, donc Snapchat, l'offre publicitaire de Snapchat à destination des marques et e-commerçants a été lancée très récemment en Europe et vient d'être intégrée sur Lengo. Donc, elle est disponible à destination des marques souhaitant se lancer sur le sujet. Une autre question... Alors, un peu plus complète, ouais, sur les marketplaces. Donc, quel marketplace conseillez-vous pour se lancer? Ouais, c'est une question pas la plus simple, mais Sylvain, qu'est-ce que tu as comme élément de réponse? Sur quel marketplace faut-il se lancer? C'est une bonne question à la fois. Je pense que donc il y a des marketplaces pour lesquels effectivement c'est potentiellement beaucoup plus simple de se lancer. Néanmoins, on ne peut pas répondre comme ça. Je pense que et la façon dont nous on intervient auprès de nos clients, on apporte toujours une solution qui est propre aux besoins du client, de par son produit, de par son prix, de par la qualité, tout un tas de critères. Donc, on va personnaliser systématiquement une offre pour que le client puisse adapter et transmettre ses produits aux meilleurs endroits qui lui convient. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas une marketplace. C'est difficile de répondre de façon générique à une telle demande, parce que c'est vrai qu'il y a autant de cas de figure que de clients ou de marques. On a une autre question encore sur les marketplaces. Comment être garanti qu'une marketplace va accepter mes produits? C'est une bonne question.
on a deux éléments de réponse pour ça. En fait, la première question, c'est est-ce que une marketplace va accepter votre marque? Il faut savoir qu'il y a des marketplaces qui sont plus ou moins sélectifs dans leur sélection de marques. On connaît tous les marketplaces qui sont assez généralistes et assez ouvertes, comme Cdiscount ou Amazon, par exemple, qui acceptent une grande variété de marques. Là où d'autres marketplaces vont être plus sélectives dans leur choix de marque. On pense notamment à Zalando sur la partie mode qui va être assez sélective. Donc là, il est vraiment important de s'approcher de ces marketplaces, d'interagir avec elles pour comprendre justement quel type de produit et de marque elles recherchent. Les équipes de Lengo sont en contact avec tous ces marketplaces, donc elles peuvent vous conseiller si besoin. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une distinction entre les marketplaces un peu ouvertes et les marketplaces plus sélectives. Sur la partie produit, en fait, la réponse va être la même. On a certaines marketplaces qui vont accepter tout le catalogue de produits et d'autres qui vont se focaliser sur certaines catégories de produits ou certains types de produits ou certaines gammes de produits, notamment dans la mode. On aura des marketplaces qui se focaliseront sur la saison en cours, qu'elles ne seront pas les saisons passées, et d'autres qui feront l'inverse. J'imagine quoi, tu as ces problématiques régulièrement, Sylvain, auprès de tes clients? Oui, c'est-à-dire que, en fait, d'une façon différente, je vais répondre de par la plateforme, parce que chaque marketplace a effectivement ses prérequis, ses règles, et surtout quel type de contenu elle attend recevoir pour qu'elle-même va pouvoir pousser les produits des clients. Donc, avec l'interface Lengo, comme l'ensemble de ces marketplaces et de ces canaux sont préconnectés, nous allons avoir l'ensemble des éléments indispensables pour qu'ils puissent transmettre ces produits et s'assurer que ces produits soient bien en ligne. Ok. Alors on a une autre question pour la logistique, justement. C'est comment est gérée la logistique quand une marque décide de se lancer en direct to consumer? Sylvain, j'imagine que tu vois différents cas de figure. Moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment deux approches possibles. Il y a des marques qui font, on va dire comme au poker, un all-in et qui décident d'internaliser totalement leur logistique et de gérer ça de bout en bout. Et d'autres, notamment celles qui sont en phase de test ou qui veulent commencer de façon plus progressive, qui vont s'appuyer sur des partenaires, notamment les offres de logistique proposées par des marketplaces comme Amazon, Cdiscount ou Mono, par exemple, dans l'outillage. C'est des sujets que tu vois aussi de ton côté? Ah oui, tout à fait. Il y a tous les cas de figure. Là, on est dans les hybrides les plus totales. Donc, de toute façon, il faut qu'on reste dans une obsession de qualité. Parce que aussi sur des marketplaces, ça impose une notion qualitative, non pas sur le temps de réponse des clients, mais aussi sur la notion logistique et de livraison. Ouais. Alors, on a une autre marketplace sur les produits dématérialisés. Quels sont les marketplaces les plus adaptés pour les produits dématérialisés, donc des produits qui sont en téléchargement, des produits non physiques? C'est une bonne question. On va dire que l'offre est encore assez limitée, en tout cas de mon point de vue, sur cette catégorie de produits-là. On peut acheter chez certains retailers, dont Amazon, d'autres, des produits dématérialisés, que ce soit des licences de logiciels ou autres. Mais c'est vrai que c'est souvent des logiques qui ne sont pas encore accessibles en marketplace. Donc toute la logique d'envoi de clés, de licences et tout ça, c'est pas forcément des mécanismes qui sont disponibles sur les marketplaces. On va dire que c'est encore assez limité de mon point de vue. J'imagine que tu confirmeras, Sylvain, mais la notion de vente de produits dématérialisés sur la marketplace, c'est malheureusement pas encore extrêmement évolué. Non, pas encore, mais il y a des tendances qui commencent à avancer. Après, il y a d'autres supports qui seront plus à même de pouvoir être plus enrichissants pour ces clients. Ouais. On a une question sur Zalando, justement. Est-il dans votre roadmap de vous interfacer avec leur solution ZFS, Zalando Fulfillment Solutions, donc la solution de logistique de Zalando? On est en discussion assez avancée avec Zalando sur le sujet. Il faut savoir que chez Lengo, comme chez Zalando, on a des roadmaps qui sont assez chargés pour faire évoluer les intégrations existantes, pour intégrer de nouvelles intégrations. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de faire avec Zalando. On a commencé par des acteurs où on avait beaucoup de
besoins sur le marché français, notamment avec Amazon, Cdiscount et ManoMano qu'on a intégré pour leur solution de fulfillment, et Zalando fait partie des sujets sur lesquels on souhaite accélérer dans le cadre de leur fulfillment. Donc c'est vrai qu'on a une roadmap qu'on partage avec nos clients. Ça fait l'objet d'un webinaire récemment où on va partager par exemple les dernières marketplaces qui ont été ajoutées, les dernières nouveautés sur les marketplaces existantes. On vient par exemple d'intégrer le click and collect chez Rakuten en France et chez eBay en Allemagne. Et c'est vrai qu'on a une roadmap sur le fulfillment. Par contre, j'ai pas de date aujourd'hui à donner sur le sujet, malheureusement. Alors, je vois que Sylvain a disparu entre-temps, mais ah ben non, te revoilà. De toute façon, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. A priori, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser par email. On reste bien entendu disponible et pour vous répondre. Vous avez les coordonnées de Sylvain qui sont affichées là-dessus. Puis, comme dit en début de webinaire, on vous enverra toutes les informations qu'on a détaillées et on se tient vraiment à votre disposition pour toute question. Oui, exactement. Merci à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à aller aussi directement sur le site de Lingo où l'ensemble des équipes commerciales seront là pour répondre à toutes vos questions. Un grand merci pour votre attention et très vite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.